sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Bonjour à tous, bienvenue sur JTV pour vivre l'implantologie en direct. Très heureux de vous retrouver pendant une heure le lundi soir. Tranquillement, vous êtes confortablement installés chez vous et vous pouvez interagir avec nous durant l'émission comme à chaque fois, de manière à poser des questions, à réagir, à nous donner votre avis sur les différents thèmes qu'on va aborder ce soir. Et je commence déjà par dire bonsoir aux habitués du chat, à JP, à Momo, Noisette, à Sindès, Tibi, voilà, bonsoir, merci de nous être fidèles. Ça fait vraiment plaisir. Ce soir, une émission très focus, vraiment sur un point très particulier, une innovation biologique. C'est l'utilisation des cellules souches et du PRF aussi comme matériau de comblement dans les comblements de sinus par abord latéral. Donc, comme vous pouvez vous en douter, c'est quelque chose qui se fait depuis quelque temps. Et tout l'enjeu de cette émission, ça va être de discuter, à savoir est-ce qu'on peut le faire, est-ce que c'est fiable, comment ça fonctionne, quels résultats on obtient et dans quel cas utiliser éventuellement cette technique. Alors on commence sans plus tarder cette émission et c'est une conférence que j'ai faite lors du CIFAC, le congrès CIFAC qui avait lieu en juin 2014, un très beau plateau organisé par Joseph Choukroun, l'inventeur du PRF, vous le connaissez, il est venu de nombreuses fois sur le plateau et je pense qu'il y a des problèmes de son, peut-être quelques problèmes d'image, il y a un petit problème de flux vidéo a priori. C'est reparti. Allez, super. Donc, conférence que j'ai réalisée donc pendant le CIFAC en juin 2014. On va donc parler de PRF et de cellules souches dans le comblement de sinus. Alors, tout a commencé en 2008. En 2008, nous publions dans les 4O, une revue américaine, le premier article sur l'utilisation du PRF dans les comblements de sinus par Abor Cristal. C'était dans le cadre de ma thèse de sciences que j'avais mené cette étude clinique et les résultats étaient assez intéressants puisqu'on pouvait arriver et voir qu'on obtenait un comblement osseux alors qu'on n'utilisait pas de biomatériaux et seulement le PRF au-delà de l'apex de l'implant et on avait arrivé à gagner en moyenne jusqu'à à peu près 3,2 mm d'os. D'autres auteurs ensuite ont utilisé cette technique du PRF dans les comblements de sinus, Ziv Major, Toffler, Alain Simon-Pierry et aussi Jeong, ce qui prouve que de plus en plus d'auteurs de tous bords du monde entier utilisent le PRF et publient sur ce PRF. Et le fait d'utiliser ce PRF dans les comblements de sinus comme unique matériau de comblement, c'est vraiment important de le préciser, eh bien, présente différents avantages. Premier avantage, eh bien, vous n'avez pas besoin d'un site donneur ou d'un biomatériau. Deuxième avantage, si vous avez une perforation de la membrane sinusienne, eh bien, on sait aujourd'hui que la fibrine est un des éléments les plus intéressants pour traiter ces perforations et pour permettre la cicatrisation de cette perforation. Troisième chose, si jamais vous avez une perforation et qu'elle ne se referme pas tout de suite, eh bien, si le biomatériau, en l'occurrence le PRF, passe dans le sinus, eh bien, vous n'aurez bien évidemment aucun problème d'infection post-opératoire puisque le patient va moucher la membrane, va la résorber et donc pas d'irritation du sinus. Avec un corollaire ou un inconvénient potentiel, c'est est-ce que ce PRF va permettre d'obtenir de l'os et de gros volumes d'os, même sur des sinus SA4 dans la classification de Mich. Et enfin, quatrième a un avantage d'après l'ensemble des études qui traitent de ce sujet, c'est que c'est une procédure qui est fiable et qui va permettre d'obtenir un bon succès implantaire. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, un premier cas clinique pour... Un premier cas clinique donc, une patiente de 69 ans, vous voyez qu'on a très peu de volume osseux
chez cette patiente, notamment au niveau postérieur, et on est donc venu réaliser un double comblement de sinus avec la mise en place de 6 implants. Mise en place d'implants simultanés, on peut voir ici la réalisation du comblement uniquement avec du PRF. Alors dans toutes ces techniques, on va systématiquement venir retirer le volet osseux et replacer ce volet osseux. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne faisais pas au début et je pense que c'est essentiel de le réaliser maintenant, vos comblements de sinus de cette manière, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça va faciliter le décollement de la membrane sinusienne. La deuxième raison, c'est que quand vous ne retirez pas ce volet osseux, eh bien en décollant la membrane, vous risquez de la perforer parce que parfois il y a des bords saillants du volet qui peuvent venir, si on peut me remettre à l'image, qui peuvent revenir et tendre un peu la membrane. Enfin, troisième intérêt de cette technique, c'est que ça va réaliser le rôle de membrane externe et que ça va, bien souvent, on pense que le volet osseux va partir, va involuer, et bien vous verrez sur les cone beams qu'il a l'air de se maintenir et qui va permettre une recorticalisation de la zone latérale. Alors il y a une première question sur le chat. Dans votre étude, c'était du PRF classique ou du New PRF? C'était du PRF classique, ce n'était pas du APRF pour Advanced PRF. Par contre, dans les cas cliniques que je vais vous montrer là ce soir, il s'agit bien d'Advanced PRF. Donc sur ce cas clinique de cette patiente, 6 implants positionnés et on voit la réalisation du bridge définitif en céramique transvissée avec ici la radio de contrôle. Voilà. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est les cone beams, parce que c'est sur ces images qu'on va bien se rendre compte de l'effet du PRF et de la manière dont on va le manipuler. Eh bien regardez complètement à gauche, vous avez le cas initial, vous voyez qu'il n'y avait quand même pas beaucoup de volume osseux. On ne peut pas dire que ça soit un cas très favorable. Là, vous avez ensuite au milieu le cone beam juste après l'intervention et on voit très bien l'importance du volume du PRF au-delà de l'apex de l'implant, avec même ici une petite bulle d'air emprisonnée. Et là, on voit le volet osseux, la corticale du volet osseux, qui a été repositionné et qui est juste soutenu par le PRF. Et enfin, vous voyez à 4 mois qu'on a bien une minéralisation de cette fibrine. Et là, on n'a pas besoin de faire de coupe histologique ou de prélèvement parce qu'une fibrine qui n'est pas radio-opaque et qui le devient, c'est forcément du tissu osseux. Après, je ne peux pas vous donner précisément la qualité de ce tissu osseux, mais contrairement quand vous mettez un biomatériau, vous ne savez pas à la radio si vous avez juste du biomatériau ou si vous avez bien de l'os à l'intérieur du biomatériau. Quand il s'agit de fibrine, on est sûr qu'il s'agit de l'os quand elle se minéralise. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, bien sûr qu'il y a une contraction du volume entre le post-op et immédiat et le post-op à 4 mois, c'est-à-dire que la pression sinusienne a joué son rôle et on a eu comme ça une diminution du volume d'os. Après, ce qui est sûr aussi, c'est qu'on n'a pas besoin finalement d'avoir de l'os au-delà de l'apex. Et d'avoir de l'os comme ça en juxta apex de l'implant, c'est largement suffisant. Donc cette technique, elle paraît véritablement intéressante. Elle permet en tous les cas, dans ce cas-là, de se passer de biomatériaux. Alors c'est quand même un cas où on a mis 8 membranes de PRF par côté. Il faut quand même un gros volume de membranes de PRF, mais ce sont des cas assez intéressants. Et vous voyez ici les radiographies post-opératoires et à 4 mois. Alors voilà en ce qui concerne le PRF pour ce premier focus. Et voilà un petit peu ce que l'on peut voir. Et l'une des questions que l'on va se poser en fin d'émission, c'est est-ce que la membrane de Schneider a un rôle ostéogénique et ostéo-inducteur? Alors certains parlent de BMP, est-ce que c'est les BMP du PRF qui sont responsables ou non de la formation osseuse que l'on peut avoir sur ces radios? C'est tout, c'est la fibrine, c'est les facteurs de croissance, c'est les BMP, mais c'est aussi sans doute les cellules, peut-être les cellules souches présentes dans le PRF. Donc ce n'est pas un seul élément qui va créer de l'os, c'est l'ensemble des éléments combinés peut-être avec des cellules bordantes de la membrane de Schneider qui ont un potentiel ostéogénique. Alors parlons justement de ces cellules souches et quelle est la définition de ces cellules souches. Alors il existe plusieurs types de cellules souches. Il existe tout d'abord les cellules souches embryogéniques, embryonnaires plutôt, voilà, excusez-moi.
eh bien, ce sont celles qu'on va retrouver chez le fœtus, qui sont dérivées du blastocyte, et celles-ci, elles sont pluripotentes. C'est-à-dire qu'elles sont capables de fabriquer plusieurs types de tissus, à la fois du cartilage, du cerveau, et c'est celles qu'on va utiliser notamment en thérapie génique, avec quand même attention des utilisations, des autorisations d'utilisation vraiment strictement limitées au domaine de la recherche. Et ensuite, vous avez les cellules mésenchymateuses. Eh bien, elles sont multipotentes, c'est-à-dire qu'elles vont être capables de donner plusieurs cellules et plusieurs tissus à l'intérieur d'une même lignée, en l'occurrence les cellules mésenchymateuses, le tissu mésenchymateux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles peuvent donner de l'os, qu'elles peuvent donner du cartilage, qu'elles peuvent donner de la graisse, du tissu graisseux, peut-être du muscle aussi. Et dans ces cellules mésenchymateuses souches, eh bien, on retrouve une lignée intéressante. Ce sont celles qui sont dérivées de la moelle osseuse et qui sont autogènes. C'est-à-dire qu'on va les prélever chez le patient avec très peu de risques et en tous les cas une très faible morbidité. Et ce sont des protocoles qui existent déjà en médecine régénérative. Et donc on a bénéficié de ces protocoles, on a fait bénéficier de ces protocoles à nos patients et ce sont ces cellules qui vont nous intéresser dans les quelques cas cliniques que je vais vous montrer. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser ces techniques et ces cellules? Soit on va faire de la culture cellulaire. Alors là, ça demande vraiment des protocoles très très particuliers qui sont, à mon sens, je pense, à part dans le cadre d'expérimentations très précises qui sont interdites en France. Et puis vous avez par contre des prélèvements autogènes où dans la salle opératoire, il ne doit pas y avoir de transport de produits sanguins. Eh bien, on va faire un prélèvement sanguin au niveau d'un tissu osseux spongieux à l'intérieur de la moelle. On va donc récupérer du sang avec ces cellules souches et on va les centrifuger de manière à obtenir du PRP, c'est-à-dire un volume de fibrine anticoagulé, donc de plasma et de fibrinogène avec un anticoagulant, et on aura une concentration des cellules souches à l'intérieur de ce plasma avec les plaquettes, et ensuite on va les activer avec éventuellement un petit peu de thrombine ou souvent aussi de l'hydroxyde de calcium. Et voilà ce qu'on va obtenir, donc d'un côté un prélèvement et de l'autre la coagulation en bas, et on va obtenir comme ça des très grandes membranes, et ce sont ces membranes que l'on va utiliser au niveau des comblements de sinus. Alors quelques applications de ces techniques, de ces cellules souches mésenchymateuses autogènes en dentisterie. Il y a déjà des auteurs qui ont publié. Dans la régénération d'os alvéolaires, des études donc cliniques chez l'homme principalement et aussi chez l'animal, eh bien, on montre plus une régénération osseuse plus rapide que lorsque l'on a du PRP seul. Au niveau des comblements de sinus, là aussi, on a plus de régénération osseuse. Et donc, d'une manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que ces cellules souches mésenchymateuses, elles semblent promouvoir une régénération osseuse. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles apportent une plus grande quantité d'os et une meilleure qualité d'os néoformés que des techniques utilisant du PRP seul. Alors pourquoi je vous parle de PRP? Parce que très clairement, ces PRP sont, comment vous dire, ces PRP, c'est ce qui permet d'utiliser ces cellules souches mésenchymateuses. Alors, on verra qu'on a un protocole très proche de celui du PRP d'ailleurs, puisqu'il s'agit juste de prélever du sang comme un prélèvement sanguin, mais on va le faire, bien évidemment pas moi-même, je ne suis pas habilité à le faire, mais par un médecin qui ne fait que ça, qui fait de la médecine régénérative. On va faire ce prélèvement au niveau d'un tissu spongieux et notamment au niveau généralement de la crête tibiale. C'est absolument sans risque pour le patient et le prélèvement est excessivement faible. Alors, quelles sont aussi les autres études? Eh bien, il y a une étude qui montre l'utilisation de ces PRP avec cellules souches mésenchymateuses et associée à une mise en place d'implants. Et vous allez voir qu'on retrouve un petit peu les mêmes résultats que j'avais pu vous montrer avec du PRF, où on voit très clairement une augmentation osseuse de l'ordre, alors dans cette étude de 8 mm, ce qui me paraît vraiment énorme, mais tant mieux s'ils ont réussi à obtenir ces résultats. En tous les cas, on voit relativement clairement une régénération osseuse ici à l'apex de l'implant, bien que ça ne soit pas complètement évident, mais voilà, des résultats intéressants. Autre cas clinique et autre étude intéressante, un mélange de cellules osseuses
autogène associé avec du bioos. Et là, on voit qu'on a plus d'os néoformés avec les cellules souches mélangées au bioos par rapport aux études sans cellules souches. Alors, regardons un petit peu de quelle manière on peut utiliser soit le PRF, soit ces cellules souches. Et je vais vous montrer quelques cas cliniques où on a utilisé soit l'un, soit l'autre. Et on va essayer de comparer comme ça ces résultats sans qu'il s'agisse d'une véritable étude clinique. Il s'agit juste de quelques rapports de cas. Un premier, d'une manière générale, il s'agit de cas où on a réalisé des extractions et des implantations simultanées associées à des doubles comblements de sinus. On a réaliser donc des doubles comblements, je viens de vous le dire, pose d'implants simultanés. Et dans certains cas, on va soit utiliser sur les cas du PRF, soit des cellules souches mélangées à du PRP. Et on va réaliser un examen radiographique et histologique au moment de la réouverture du second temps implantaire. Voilà la technique de prélèvement et de réalisation du APRF. On va faire un prélèvement sanguin, on va centrifuger à 1500 tours pendant 15 minutes et on va obtenir 8 membranes de PRF obtenues grâce à la PRF Box. Voilà un sinus qui est traité avec du PRF seul, on revoit très clairement les membranes et à chaque fois on va venir remettre le volet osseux et replacer éventuellement une ou deux membranes de PRF en vestibulaire. Au niveau du prélèvement réalisé donc par le médecin, il y a une toute petite anesthésie locale au niveau de la crête tibiale. La peau est bien évidemment préparée. Et à l'aide d'un trocar avec une toute petite perceuse, eh bien on va venir réaliser, c'est le médecin qui le fait, donc un tout petit pertuis au niveau de l'os, c'est absolument indolore. Ensuite, il va venir pomper du sang donc, au niveau de la crête tibiale et il va obtenir comme ça un prélèvement sanguin. Il utilise beaucoup ce praticien au niveau pour injecter au niveau des tendinopathies, au niveau des problèmes d'arthrose du genou et il va permettre comme ça d'essayer de réparer les défauts osseux à cet endroit-là. Une fois que c'est réalisé, on va venir centrifuger ces prélèvements et on va obtenir donc un PRP puisque la centrifugation est beaucoup plus dure et le prélèvement est anticoagulé et ces tubes vont contenir une espèce de grille qui va permettre de retenir les cellules blanches et laisser passer les globules rouges. C'est ce qu'on voit juste ici, cette grille qui permet de retenir, c'est un gel en fait, c'est pas vraiment une grille, qui permet de retenir les cellules. Ensuite, on va avoir une coagulation du PRP à l'aide de calcium tout simplement et on aura donc comme ça une super membrane et c'était vraiment intéressant, on s'était posé la question avec Joseph Choucroune vraiment d'utiliser ces membranes comme seul matériau de comblement au niveau des comblements de sinus. Donc voilà la réalisation du comblement de sinus avec ces cellules mésenchymateuses autogènes et autologues. Voilà le volume qu'on arrive à obtenir et qu'on arrive à combler et la mise en place à nouveau de la fenêtre osseuse. Par contre, dans ces cas-là, on n'a pas une nouvelle membrane qui vient recouvrir le volet osseux. Alors, quels résultats on a obtenus? Eh bien, les résultats sont relativement intéressants. On a traité 5 patients au total avec l'une ou l'autre des techniques. On a une moyenne d'âge d'à peu près 57 ans. On a posé 18 implants. On n'a eu aucune complication et aucun problème particulier. Et voilà le type de cas que l'on a réalisé, par exemple, chez cet homme de 49 ans. Vous voyez d'un côté, il a été réalisé un comblement avec du PRF. De l'autre côté, avec des cellules souches. De l'autre côté, un comblement avec du PRF. On voit très bien ici les membranes de PRF et la mise en place du volet osseux. Et on voit au niveau radiographique, là on est en post-opératoire immédiat, on voit à peine le PRF à la radio, puisqu'il n'est pas radio-opaque, ni même le PRP. Et avec le temps, on voit une minéralisation du volume qui est tout à fait intéressante. Voilà les cônes BIM de contrôle, ici une toute petite inflammation du sinus associée. Mais on voit bien entre les implants une régénération osseuse et une minéralisation de cette trame de fibrine, qu'elle soit réalisée dans le cadre d'un PRP ou dans le cadre d'un PRF. Alors à chaque fois, le praticien qui a fait le prélèvement, il a envoyé un prélèvement sanguin au laboratoire pour voir s'il n'y avait pas de cellules cancérigènes et pour mesurer le taux de cellules CD34, c'est-à-dire le taux de cellules mésenchymateuses. Et globalement, en moyenne, le taux était de 4% des cellules étaient des cellules souches mésenchymateuses.
Alors au niveau de l'os régénéré, eh bien, on voit qu'on a des résultats très proches entre l'une et l'autre des techniques, 21% dans un cas, 19,5% dans l'autre, donc vraiment des résultats très très proches. Alors en conclusion, eh bien, on peut dire de manière très humble, vu que c'est vraiment quelques cas cliniques, qu'on obtient des résultats et de la néoformation osseuse dans les deux techniques, voilà, ça c'est très clair. Pas de différence a priori radiologique de ce qu'on a pu voir et pas de différence clinique non plus, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu un cas où il y a eu des problèmes ou un cas particulièrement qui se soit mal passé. Alors qu'il n'y a pas de questions particulières sur le chat, discussion. Alors la discussion, elle est vraiment en ce qui concerne eh bien, la possibilité ou pas de régénérer de l'os, ne serait-ce qu'avec un caillot de sanguin. Et avant de parler de ça, je voudrais vous parler du APRF et d'un article qui est en cours de publication. C'est l'équipe toujours de Joseph Choukroun et de Sharam Gennati qui ont prouvé, ça va être publié, ça a été soumis à publication, que la majorité des cellules souches circulantes, puisque le sang contient des cellules souches, eh bien, se retrouvent dans le buffycoat du APRF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, d'un côté, on avait du PRP avec des cellules souches d'origine de la moelle osseuse, et bien de l'autre côté, dans le APRF, on avait aussi des cellules souches finalement, puisqu'elles viennent du sang circulant. Donc les deux produits sont finalement très proches. La seule différence peut-être, c'est que peut-être que dans l'un, il y a un peu plus de cellules souches mésenchymateuses, et dans l'autre, on va avoir une fibrine, un caillot de fibrine un peu plus dense. C'est le cas du APRF. Donc voilà cette étude publiée par Sharam Gennati. Autre chose, c'est cette revue de la littérature sur les Graft Free Sinus Augmentation Procedure, c'est-à-dire est-ce qu'on peut ou pas, est-ce que ça marche de faire des comblements de sinus sans matériau de comblement et juste avec le caillot sanguin. Et on a donc une revue de la littérature qui a repris un peu toutes les études publiées sur le sujet. Les premiers à avoir développé ce type de technique étant Lundgren, une équipe suédoise qui a utilisé cette technique en premier, je crois que c'était dans les années environ 2008, 2007, 2008. Eh bien, les résultats montrent, quelles que soient les techniques, une néoformation osseuse lorsque l'on ne met pas de comblement. Et globalement, la revue de la littérature conclut qu'il n'y a aucune différence en ce qui concerne la néoformation osseuse, la stabilité implantaire et la quantité de contact os-implant que l'on utilise ou pas un biomatériau, et que le seul controverse qui apparaît au fil des études, c'est est-ce que la membrane de Schneider a un effet ostéogénique. Alors, voilà. Je regardais un petit peu les questions sur le chat. Donc la membrane ostéogénique. Alors, on y va pour cette réflexion sur la membrane ostéogénique. Est-ce que la membrane de Schneider a la capacité à recréer de l'os et à produire de l'os? Eh bien, première étude intéressante, une étude in vitro publiée en 2010. Qu'est-ce qu'elle fait? On est venu prélever chez l'animal des cellules de cette membrane de Schneider et on est venu les placer dans des milieux de culture qui permettent aux cellules de fabriquer ce qu'on appelle d'avoir une activité de phosphatase alcaline. Or, on sait qu'une cellule qui exprime une activité de phosphatase alcaline, déjà, elle va colorer le milieu de culture, et c'est ce que vous voyez sur la diapo, la petite boîte de Petri à droite, et deux, plus le milieu de culture va être coloré, plus il s'agira d'ostéoblastes, puisque le principe même de reconnaissance dans les cellules et dans les cultures cellulaires de ces ostéoblastes, c'est de prouver qu'ils ont une activité phosphatase alcaline positive. Et bien, vous pouvez voir que très clairement, les cellules issues de la membrane de Schneider sont capables de se transformer en ostéoblastes. Donc ça, c'est plutôt un point positif et qui permet de dire, eh bien, ce qui va coloniser notre PRF ou notre fibrine ou notre caillot sanguin, c'est à la fois des cellules osseuses qui viennent du lit osseux du plancher du sinus, mais aussi peut-être des cellules osseuses qui viennent de la membrane de Schneider. Autre étude très intéressante, ils sont venus prendre toujours cette membrane de Schneider et ils sont venus en faire une petite enveloppe. Et cette enveloppe, soit ils l'ont laissée seule, soit ils ont mis du PRF, un caillot de fibrine dedans, et ils sont venus la glisser dans la peau des souris.
Et troisième test, c'est qu'ils ont mis juste un caillot de fibrine seul, toujours dans la peau des souris. Et ils ont étudié la néoformation osseuse au niveau de la peau de ces souris. Et regardez ce qu'ils ont obtenu. Le groupe 1, c'est la membrane de Schneider, ici, sans caillot de PRF ou sans caillot de fibrine. En numéro 2, c'est là où on va avoir le plus de néoformations osseuses, c'est la membrane de Schneider avec le caillot de PRF. Et enfin, le PRF, ou en tous les cas la membrane de fibrine seule, n'a aucun potentiel pour former de l'os. Donc là encore, un résultat intéressant. Et il y aurait, selon les auteurs, un possible rôle pour le caillot de fibrine de stimuler ou de donner un environnement favorable pour les cellules de la membrane de Schneider pour qu'elles aient envie de faire de l'os, et là aussi c'est une information très intéressante. Troisième étude, une étude cette fois-ci chez l'animal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des singes, ils sont venus faire 2 comblements de sinus de chaque côté, un de chaque côté, et puis d'un côté ils ont juste mis des implants, 2 implants, c'est un élément important, 2 implants avec juste le caillot sanguin, et de l'autre côté 2 implants avec de l'os autogène broyé, et ils sont venus replacer le volet après l'intervention. Quels résultats est-ce qu'ils ont eu et quels résultats ils ont obtenus? Ce qui est intéressant de voir, c'est que du côté du comblement juste avec du sang, on voit qu'il y a une interaction assez typique entre la membrane de Schneider et entre l'apex de l'implant, et elle colle véritablement à l'apex de l'implant. Mais avec ici, vous voyez, des vaisseaux sanguins. Donc, elle fonctionne bien, elle n'est pas irritée. Par contre, au niveau buccal, on voit très clairement la membrane qui est ici et l'implant qui joue le rôle de toile de tente. Et on a une néoformation osseuse qui se fait à la fois au niveau du plancher, mais aussi au contact de l'implant et aussi au contact de la membrane de Schneider. Alors, les auteurs pensent que cette néoformation osseuse elle est aussi favorisée par les débris osseux du forage. Toujours est-il qu'on obtient une néoformation osseuse au contact de la membrane et que les auteurs concluent donc que cette membrane a sans doute un effet ostéo-inducteur par rapport à la fibrine. Donc voilà les conclusions des auteurs. On est en 2006. On a donc une élévation de la membrane de sinus et le positionnement simultané des implants qui va induire une néoformation osseuse. Et très clairement, on va donc avoir pour les auteurs un rôle ostéo-inducteur potentiel de cette membrane. Mais ça serait trop simple. Il y a bien sûr une controverse, je vous en ai parlé, et cette controverse, elle intervient en 2011 avec à peu près la même étude, toujours faite chez le singe, où cette fois-ci, ils sont venus poser qu'un seul implant avec le même protocole, c'est-à-dire juste un caillot sanguin. Et puis, ils sont venus quand même recouvrir la différence de l'autre étude. Le volet, la fenêtre manquante, ils sont venus la recouvrir à l'aide d'une fenêtre avec un os déminéralisé cortical, voilà, d'origine bovine. Et donc, quel résultat est-ce qu'ils obtiennent? Eh bien, on peut voir ici, en fonction du temps, ce sont des coupes sur cadavre. Eh bien, on voit ici donc un caillot sanguin, on est à 4 jours. Là, on voit que le caillot sanguin s'est nettement résorbé avec le temps, on est à 10 jours. À 20 jours, côté buccal, on commence à voir apparaître l'implant. Et à 30 jours, on voit très clairement une protrusion de l'implant avec une absence complète de néoformation osseuse le long du mur buccal. Alors vous allez me dire, c'est étonnant parce que tout à l'heure sur l'étude, on a bien vu les images histologiques avec cette néoformation osseuse au niveau buccal et là, on ne voit plus rien. Eh bien, là encore, l'histologie est intéressante et elle diffère radicalement de ce qui a pu être obtenu tout à l'heure. On voit de la néoformation osseuse, mais une néoformation qui est clairement cantonnée au niveau du plancher, au contact de l'os. On voit au niveau de l'apex de l'implant quelques morceaux osseux, mais ce n'est absolument pas une néoformation osseuse, mais bien plutôt des dépôts ou des débris osseux liés au forage. Et les auteurs concluent qu'il y a une vraie protrusion et un vrai affaissement de la membrane. L'implant est recouvert par cette membrane sur presque la moitié de l'implant au niveau buccal, mais en aucun cas il y a une néoformation osseuse. Et donc pour les auteurs, il n'y a absolument aucune néoformation osseuse ou aucun potentiel ostéogénique de cette membrane de Schneider. Alors, qu'y croire ?
est-ce que cette membrane a ou non un effet ostéogénique? Je vais vous répondre juste après, mais en attendant, je vais regarder s'il y a quelques questions sur le chat. Alors, question sur le chat. Vous posez les implants dans le même temps, mais en différé, ça marche aussi sans l'effet de pilier des implants? Bien sûr que non, malheureusement. C'est qu'on l'a vu que la fibrine avait tendance à se résorber sous l'effet de la pression sinusienne. On va en parler juste après, de cette notion mécanique. Et il est clair que cette membrane doit être soutenue par un élément rigide. Donc si vous faites un comblement qu'avec de la fibrine, qu'avec du PRF, sans mettre les implants de manière simultanée, ça ne marchera pas, à mon sens. Vous aurez une résorption quasiment complète de cette fibrine. Alors, la membrane de Schneider est une sorte de périoste, oui, mais est-ce qu'elle a un effet ostéogénique? On n'en sait rien. Est-ce que le PRF accélère l'ostéo-intégration? Je ne peux pas répondre à cette question, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le PRF va permettre cette néoformation osseuse dans le comblement réalisé. Alors, la membrane de Schneider, est-ce qu'elle a un effet ostéogénique? Moi, je réponds oui, mais ça dépend des conditions mécaniques. Et là, encore une fois, ayons une approche mécanique par rapport à une approche biologique, ou en tous les cas, mêlons les deux approches et ne restons pas cantonnés à une seule approche. Alors, quelle est la différence finalement entre cette étude de 2011 sur votre gauche où elle conclut qu'il n'y a pas d'effet ostéogénique et l'étude de 2006 où il y a une néoformation osseuse? Eh bien, si vous reprenez le protocole opératoire, et c'est là que c'est toujours intéressant de revoir les études à fond et de ne pas lire simplement les résumés, eh bien, regardez le protocole opératoire. Sur l'étude de 2011 qui n'a pas fonctionné, il n'y a qu'un seul implant qui est positionné chez l'animal. Sur l'étude de 2006, il y a 2 implants. Et du coup, très clairement, à mon avis, ce qui fait qu'ici vous avez une néoformation osseuse, eh bien c'est tout simplement lié à ce que les 2 implants ont un effet toile de tente bien supérieur à un seul implant. Et dans le cas où vous n'avez qu'un seul implant, eh bien vous avez eu un prolapsus mécanique de la membrane de Schneider et donc absolument aucune néoformation osseuse. Par contre, là où il y a 2 implants qui sont en plus proches du mur buccal, mur vestibulaire du sinus, eh bien on a une vraie néoformation osseuse qui fonctionne correctement et qui permet à tout ça de se régénérer. Alors pour abonder dans ce sens de la mécanique, et pour répondre à la question de tout à l'heure sur est-ce qu'il faut ou pas poser les implants, eh bien regardez cette étude extrêmement intéressante. Elle a été publiée en 2002. Les auteurs ont réalisé chez le lapin des comblements de sinus au niveau sinusien, comme on peut le voir ici, en faisant un petit pertuis et en décollant la membrane de Schneider, et ils ont laissé l'espace se remplir par le caillot sanguin. Et ils ont fait 2 conditions opératoires vraiment intéressantes. Première condition, ils n'ont rien fait. Et sur le deuxième côté, chez les mêmes souris, eh bien, ou même lapins, pardon, ils vont boucher l'ostium sinusien complètement. Voilà. Alors on pourrait se dire, tiens, mais il va y avoir un développement d'infection. Ben non, pas dans ce cas-là, parce qu'il n'y a pas eu de biomatériaux, il y a juste eu un hématome, si vous voulez. Alors quel résultat on obtient? Eh bien, côté témoin, là où l'ostium n'est pas bouché, ben regardez ce qui se passe. Là, c'est le volume que l'on a à 1 semaine. On voit très clairement le caillot sanguin qui s'organise. À 3 semaines, on voit une réduction du volume ainsi obtenu. Et à 1 mois et demi, on a une disparition quasi complète du volume initial. C'est-à-dire que vous avez une pression intrasinusienne qui va entraîner un écrasement du caillot de fibrine et petit à petit, eh bien, une réduction de ce caillot de fibrine à peau de chagrin. Et du coup, eh bien, on va avoir vraisemblablement une disparition et une impossibilité à l'os de se néoformer parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il y a trop de pression. Et là, je vous renvoie vraiment aux très belles conférences de Joseph Choukroun et aux études de Mamoto. Pour qu'il y ait une néoformation osseuse, il faut qu'il y ait juste la bonne pression. Un petit peu, mais pas trop. Donc la mécanique est vraiment quelque chose d'intéressant. Et de l'autre côté, là où on a bouché l'ostium, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit le volume du caillot sanguin qui se maintient. Ce volume, il est là à 1 semaine, il est là à 3 semaines, et à 6 semaines, non seulement il est toujours là, mais en plus, il est remplacé par un tissu osseux. Donc vous voyez que le rôle mécanique, le rôle de la pression intrasinusienne sur ces volumes de fibrine non soutenus par des biomatériaux, ou finalement par des implants, et là c'est un peu une nouvelle
fonction du biomatériau. On pense souvent que le biomatériau joue le rôle d'échafaudage pour permettre aux cellules de venir gravir à l'intérieur. Eh bien peut-être que non. Et que finalement le seul rôle du biomatériau, il est mécanique, d'éviter cet écrasement du caillot de fibrine. Et pour répondre à la question du téléspectateur tout à l'heure qui disait est-ce que je peux faire un comblement sans poser l'implant de manière simultanée, ben voyez ce qui se passerait, on n'aurait absolument aucune régénération osseuse. Alors que quand vous mettez un implant, ou finalement quand vous mettez un biomatériau, parce que le biomatériau c'est ni plus ni moins que votre caillot de fibrine avec du biomatériau, eh bien vous obtenez une régénération osseuse parce que la mécanique annule la pression intrasinusienne. Alors, est-ce qu'il vaut mieux utiliser du APRF ou des cellules souches? Je pense qu'aujourd'hui, déjà la technique des cellules souches, elle est vraiment très spécifique, réservée à certains centres et à certains praticiens. On a pu en bénéficier quelque temps pour réaliser ces cas cliniques, mais en aucun cas, moi, chirurgien dentiste, je ne peux utiliser cette pratique dans mon cabinet. Par contre, le APRF, il n'y a aucun problème. Vous savez qu'il suffit juste de se former sur les prélèvements sanguins. Je vous renvoie donc sur le site du CIFAC pour faire ces formations et vous aurez tout loisir d'utiliser ce produit. Moi, j'adore, et pour être complètement honnête, je l'ai beaucoup utilisé il y a 10-12 ans quand j'ai commencé mes études et que j'étais interne. Après, au bout de 5-6 ans, par organisation dans mon cabinet, peut-être par fainéantise, j'ai arrêté de l'utiliser. Je peux vous dire que ça fait 2-3 ans que je le réutilise et j'ai eu très clairement une diminution de mon taux de complications post-opératoires dans les sinus. C'est net, c'est très clair. Vous avez moins d'infections, beaucoup moins d'infections post-opératoires et beaucoup plus de cas qui fonctionnent bien. Alors quels sont ces avantages au APRF? Eh bien, il est facile à utiliser. Il y a beaucoup moins de morbidité que dans le cas des cellules souches, bien évidemment. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un réseau de fibrine qui est plus dense parce que quand vous écrasez le caillot, eh bien, vous densifiez votre réseau de fibrine. Et qui dit, et ça devrait être prouvé, réseau de fibrine plus dense, dit peut-être meilleure résistance à cette pression intrasinusienne. Donc le fait de faire un comblement de sinus avec du PRF ou juste avec un caillot de fibrine non comprimé type PRP, peut-être qu'il y a un vrai avantage à l'utilisation du PRF. Donc voilà pour cette conférence, cette présentation. Elle était assez rapide, mais je pense qu'elle était intéressante. C'était surtout ce qui me paraissait bien, ce concept entre d'un côté la mécanique, de l'autre la biologie. Sachez aussi que dans les anciens protocoles de fabrication du PRF, on avait des tours qui étaient beaucoup plus durs et notamment on avait des tours, on tournait à 2500 tours pendant 12 minutes. Vous voyez que là avec le nouveau protocole de Joseph Choucroune du APRF, on tombe à 1500. Et puis je suis obligé de parler du IPRF où là on va avoir encore un PRF différent. C'est un PRF liquide, on va tourner à 500-600 tours pendant 3 minutes. On aura un tout petit culot de plasma, mais ce qu'est en train de montrer Joseph Choucroune, et c'est là où il est vraiment très fort et qui bosse comme un fou, c'est qu'avec cette toute petite centrifugation, on va avoir un maximum de cellules et notamment l'ensemble des cellules souches qui vont être à l'intérieur de ce culot. Et là, l'application à voir, c'est est-ce qu'on ne va pas injecter ce IPRF dans les membranes de PRF pour apporter encore plus de cellules et augmenter la néoformation osseuse? Est-ce qu'on ne va pas, et ça il l'a déjà montré, injecter ce IPRF sur un biomatériau, ce qui va permettre d'obtenir quelque chose de visqueux et un biomatériau très facile à utiliser pour faire notamment des greffes d'apposition? Et puis, est-ce qu'on ne devrait pas, dans les cas très très compliqués, finalement, mélanger ce IPRF avec ces cellules souches autogènes mésenchymateuses de manière à mettre le maximum de chances de son côté? Voilà, je pense que les questions restent ouvertes, le débat démarre et ça me paraissait vraiment intéressant de vous parler de cette thématique. Pas de questions, c'est parfait. On va pouvoir terminer cette émission avec les news génération implant. News de génération implant, première news, c'est, vous savez que tous les mois, on va rédiger un article, des petites fiches thématiques dans la revue Le Fil Dentaire qui fête ses 10 ans. Donc bon anniversaire à eux et notamment à Patricia Lévy et à Norbert Cohen. Et un très bel article, parce qu'il n'était pas facile à écrire, et on l'embrasse Simine, sur notamment la maintenance implantaire. Et vraiment, je trouve que l'article est vraiment très bien fait. Comment gérer cette maintenance? Elle nous montre des cas cliniques avec 22 ans de recul, donc
pas tout le monde peut le faire sur des bridges de Brandmark. Et elle montre aussi comment elle gère la maintenance dans son cabinet. Simine, qui est vraiment une excellente praticienne, notamment en parodontologie, qui est installée et qui est formatrice Génération Implant à Strasbourg. Autre news, Génération Implant, vous pourrez nous retrouver sur le stand de l'ADF. L'ADF, c'est 3M04 comme chaque année. Vous savez où on est et on vous donne rendez-vous notamment pour discuter des différentes formations et puis discuter aussi des abonnements au e-learning. Il y aura une offre dont vous pouvez bénéficier dès aujourd'hui de 250 € au lieu de 350 pour une année d'abonnement au site Génération Implant et à l'ensemble des contenus, à la fois les contenus que je peux réaliser, ceux d'autres formateurs et notamment de David Gierdel. Formation DPC, je pense qu'on est les premiers quasiment à faire ça. Vous pouvez faire votre DPC, votre obligation de formation en ligne. Vous avez à peu près des modules de 5 à 6 heures et en 5-6 heures, vous réalisez votre obligation de formation pour l'année. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour faire ça. Ça sera à mon avis quelque chose d'assez intéressant que de faire votre DPC plutôt que vous vous déplacer, surtout si vous êtes un petit peu à la bourre et que vous ne l'avez pas fait cette année. Le congrès Génération Implant, on aura l'occasion d'en reparler, mais notez d'ores et déjà la date, le 12 juin 2015, avec des conférenciers de renom qui seront là, Tord Berglund, Marcus Beschnitt et l'ensemble des formateurs Génération Implant. On vous donne rendez-vous le 12 juin 2015. Voilà, c'était la dernière émission de l'année 2014. Très heureux une fois de plus d'avoir passé un petit peu de temps avec vous. Merci de votre présence, de votre fidélité. Je vous donne donc rendez-vous à l'ADF et sinon à l'année prochaine pour une nouvelle émission GITV en direct. Salut à tous, salut les petits clous, bonne fin d'année, bon congrès ADF pour ceux qui viennent et à très bientôt. Bye bye.